Bon, alors donc je rappelle là où je m'étais arrêté la dernière fois. J'avais parlé de coniveau. Donc ce que j'avais appelé NC HK de X. Alors ici, peut-être que X n'a pas besoin d'être projective. Donc on va supposer que X est lisse. En fait, elle n'a pas non plus besoin d'être sur C, mais si je suis sur C, j'utilise la cohomologie de Betti. Si je ne suis pas sur C, il faudra utiliser de la cohomologie étale. Bon, là, notre cadre, ça sera sur C, donc ça sera la cohomologie de Betti. Donc NCHK de X. Alors, là, encore une fois, j'avais mis coefficient rationnel parce que j'avais des choses à raconter plus spécifiques sur ce cas-là. Mais on peut mettre aussi n'importe quel coefficient. Je reviendrai tout de suite sur le cas de coefficients généraux. Donc, par définition, c'est la limite pour Y contenu dans X. Alors, donc, Y pas forcément irréductible, bien sûr. Codimension de Y donc, au moins égale à C de KR HK de XQ. Donc, on prend l'application de restriction de HK de XQ vers HK de X moins YQ. Et j'avais dit, par définition, que X est de coniveau au moins égal à C. Donc là, on va mettre vraiment la cohomologie rationnelle. Si toute la cohomologie de X est la somme de la partie qui est de coniveau au moins C. Et puis, j'ajoute la cohomologie algébrique. Et il y a une raison sérieuse d'ajouter la cohomologie algébrique, parce que si je prends toute la cohomologie, il y a toujours par exemple le H0, et le H0, il est de niveau 0, de coniveau 0. Donc là, je mets ça de côté de manière à mesurer quelque chose de plus précis ici. Alors, oui, alors ce que j'avais expliqué, c'est que cette notion, donc coniveau, alors donc ça, je devrais préciser peut-être coniveau géométrique pour distinguer avec coniveau de Hodge. Non. Donc coniveau de X, géométrique de X au moins égal à C, entraîne que HPQ, ça a été montré la dernière fois, HPQ de X est égal à 0 pour P inférieur à C ou Q inférieur à C et différent de Q. Et alors donc on a cette implication et en fait dans l'autre sens c'est la conjecture de Hodge, généralisée, pardon. Ou GHT. Parfois, on pense à plutôt Grothendieck pour le G. Pourquoi? Parce que c'est juste une question de regarder un petit peu ce qui se passe avec nos bidegrés ici. Si je regarde ces hypothèses-là, ça nous dit que soit on regarde HL pour L inférieur ou égal à 2C. À ce moment-là, ce que nous disent ces hypothèses, c'est que on ne peut avoir ici que des classes de Hodge. Donc, parce qu'on peut être que dans ce cas-là, on ne peut pas avoir tout ce qui est là, ça nul, donc on peut être que dans ce cas-là. Hein. Et donc, ou alors, on regarde HL pour L supérieur ou égal à 2C, et ce que disent ces hypothèses dans ce cas-là, c'est que c'est de coniveau de Hodge. Supérieur ou égal à C, et c'est là qu'on applique la conjecture de Hodge généralisée. Bon, donc conjecturalement, donc c'est équivalent, c'est important à savoir parce que dans tout ça, la seule chose qu'on sait calculer finalement, assez bien, ce sont les HPQ. Et puis, donc, il y avait une autre notion qui avait été introduite, c'est la notion de
de décomposition. Donc on va dire que X a une décomposition cohomologique de la diagonale à coefficient rationnel et en codimension C. Si, alors donc mon X est lisse. Oui, alors là, dans cette définition, le X maintenant va être projective. Donc X a une décomposition de la diagonale coefficient rationnel en codimension C. Si eh bien, la diagonale s'écrit comme la somme de deux classes de cycles. Alors, ce sont des cycles à coefficient rationnel. Et je prends leur classe de cohomologie. Donc ça, c'est une égalité dans H2n de x croix xq, où n est la dimension de x. Et ce que je demande, c'est que Z2 soit décomposable et Z1 soit supporté sur un W croix x avec W de codimension. Donc c'est un fermé algébrique de codimension au moins égale à C. Et donc ce que j'avais expliqué, c'est que si on a cette propriété, donc X a une, on va mettre décomposition cohomologique de la diagonale en codimension supérieure ou égale à C, alors eh bien, X est de coniveau géométrique, au moins C. Alors, je peux peut-être vous expliquer pourquoi en fait ces notions sont encore une fois conjecturalement équivalentes. Où est-ce que je vais mettre ça ? En fait, on va dire inversement, alors là je mets des guillemets parce que c'est quand même, ça reste conjectural. Si la conjecture de Lefschetz standard est satisfaite, eh bien, alors, X est de coniveau géométrique supérieur ou égal à C entraîne que X a une décomposition cohomologique de la diagonale en codimension. En décomposition C. Bon, j'aime bien être précis sur les hypothèses. La conjecture de Lefschetz standard, c'est un cas particulier de la conjecture de Hodge. Bon, en vieillissant, ou enfin, pour différentes raisons, on peut être de plus en plus sceptique sur la conjecture de Hodge en général. La conjecture de Lefschetz standard, c'est un cas particulier non seulement parce qu'effectivement c'est un cas particulier, on prend des classes particulières, mais en plus, les classes qu'on regarde ont des propriétés arithmétiques très particulières. Donc je pense que quand on peut faire un énoncé conjecture, un énoncé de ce type, qui dépend de ce type de conjecture, c'est mieux de mettre la conjecture de Lefschetz standard, qui a quand même beaucoup plus de chances d'être vraie. Donc peut-être expliquer pourquoi... Pourquoi c'est vrai? On a donc... bon, là c'est un peu idiot parce que je viens d'effacer la définition, mais donc
donc on suppose ça et on suppose que x est de niveau géométrique supérieur ou égal à c. Donc ça veut dire qu'on a ça. H étoile de xq égale nc h étoile de xq plus h étoile de xq partie algébrique. Ça, par définition, c'est de la cohomologie qui est supportée sur un Y de codimension moins C. Donc, tel que H étoile de XQ égale. Alors, donc, alors là, c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière. C'est là que c'est très important d'avoir des coefficients rationnels. Alors, peut-être je vais appeler. J'introduis une désingulation de Y, donc ça c'est la codimension C. Donc ce que j'avais expliqué, c'est que la cohomologie de coniveau C, telle que je l'ai définie en termes de noyau, de restriction, c'est aussi de la cohomologie qui non seulement est supportée sur quelque chose de codimension C, mais en fait vient de la désingularisation d'une sous-variété de codimension C. C'est pour ça que si j'introduis désingularisation comme ceci de ce Y, H étoile de XQ est égal à, alors ici tout ce NC, je peux le voir comme de la cohomologie qui vient de ce Y tilde. Alors là, je suppose que le Y est exactement de codimension C, et donc à ce moment-là, j'ai un morphisme de Gysin qui décale les degrés exactement de 2C. Voilà, plus H étoile de XQ partie algébrique. Bon, alors maintenant, que va nous dire la conjecture de Lefschetz standard? Ben, en particulier, ça c'est ce que j'avais expliqué, c'est que la forme d'intersection restreinte à la partie algébrique de la cohomologie de Y est non dégénérée. De Y tilde, pardon. Et donc, ça veut dire que ici, je peux encore décomposer la cohomologie de mon Y tilde. Donc là, ça, quand j'écris H étoile, je veux dire la somme de la cohomologie en tous les degrés. Je peux la décomposer en somme directe orthogonale de la cohomologie algébrique et puis du reste, c'est-à-dire la cohomologie. Donc, c'est défini comme le supplémentaire orthogonal de la cohomologie. Dans la cohomologie algébrique, on peut l'appeler TR pour transcendant. Donc, en tout cas, on a cette décomposition. Et à ce moment-là, il faut voir ici que tout ça, c'est ça, bien sûr, des structures de Hodge. Donc, ça, c'est aussi une somme de sous-structures de Hodge. Et donc, maintenant, donc, cette décomposition ici, je la réécris sous la forme que H étoile de XQ égale, alors L. Alors L, ça sera, ça va être sous-structure de Hodge qui est J étoile et bien, de cette cohomologie transcendante. Plus, et là je mets uniquement des classes algébriques. Plus H étoile de X. Et là, ce que j'ai gagné en faisant cette opération, c'est que maintenant j'ai une somme orthogonale pour la forme d'intersection sur X. Alors maintenant, la fin de la démonstration marche de la manière suivante. Et maintenant, j'ai cette décomposition en somme directe orthogonale. Donc, ça veut dire que l'identité de... Maintenant, je raisonne dans... Alors, donc, dans H2n de x'(x)q, qui est la même chose, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que des endomorphismes préservant
la graduation de la cohomologie de XQ, eh bien, on a l'égalité, enfin, grâce à cette somme orthogonale, que l'identité de la cohomologie de X est la somme directe, la somme du projecteur orthogonal sur L et du projecteur orthogonal sur la cohomologie algébrique. Alors maintenant, si j'utilise cette égalité qui est due à la dualité de Poincaré, on voit que ceci est dans... donc ça, c'est aussi une autre manière de le voir, c'est-à-dire que c'est la même chose que... Ça, c'est la décomposition de Cunet qui nous donne cette égalité. Et là, je mets évidemment la partie uniquement de degré de n. Maintenant, ce terme-là, ce projecteur, il est dans H étoile de XQ alge, tenseur H étoile de XQ alge, tandis que ce projecteur est dans L tenseur L. Et donc, alors maintenant, une classe qui est là-dedans, c'est certainement la classe d'un cycle décomposable. Alors, décomposable, je rappelle que ça veut dire que Z2 égale sigma de alpha ij, WI croix WJ, avec des alpha ij rationnels. Bon, ben là, si j'ai une classe comme ça veut dire qu'elle s'écrit sigma de alpha ij, une classe algébrique qui vient de X, tenseur classe algébrique qui vient de X, qui correspond exactement à la classe d'un cycle décomposable. Et quant à cette classe-là, πL, qui est dans L tenseur L, tout ce que je peux en dire, c'est qu'elle vient de Y tilde croix Y tilde, via le morphisme J tilde, étoile, hein, puisque L, par définition, c'est une image. Et donc maintenant, ce qu'on a trouvé, c'est que delta X, alors là, je vais lui donner un nom, hein, je dis que ça c'est la classe d'un cycle décomposable, donc je vais l'appeler tout de suite Z2. Alors, ce qu'on a écrit, c'est que cette classe-là, c'est J tilde étoile, une certaine classe bêta, qui est dans, alors il faut que je ne dise pas de bêtises, bon, en tout cas qui est là-dedans, quoi. Alors là, ça peut être 2n moins 4c probablement. Et donc c'est fini parce qu'il faut appliquer encore une fois la conjecture de Lefschetz standard. Ça, c'est une autre application importante de cette conjecture. Je vous explique pourquoi, au niveau structurel, la conjecture de Lefschetz standard joue un rôle très important dans toute cette théorie des cycles algébriques. Ça entraîne la chose suivante. Je l'ai déjà mentionné, peut-être sous une forme différente, duale. Donc, si je me donne V contenu dans W, mettons que tous les deux sont des variétés projectives lisses. Je me donne, mettons, Z, un cycle sur W, un coefficient rationnel, et je suppose que la classe de Z, je vais appeler ça, mettons, J, vient de W. Alors, il existe un cycle Z' sur V, tel que la classe de Z ça soit égale à J étoile du cycle Z'. Donc, on voit bien que c'est très important pour la conjecture 2. Ça dit qu'ici, on a une classe de cycle. On sait qu'elle vient simplement d'une classe de cohomologie qui est supportée sur un machin plus petit. Et ce que dit sous la conjecture de Lefschetz standard, en fait, ça vient d'une classe de cycle supportée sur la souveraineté. Et donc là, c'est très agréable parce que du coup, on est exactement dans cette situation-là.
Cette classe-là, elle est algébrique sur x croix x, et on sait qu'elle vient d'une classe de cohomologie sur y tilde croix y tilde. Et donc, on a déduit qu'en appliquant ça, disons sous cette forme-là, ça me dit que bêta, donc on a delta x moins z2 égale j tilde étoile d'un certain cycle z', une classe de cycle z', avec z', cycle sur y tilde croix y tilde. Et donc c'est fini, puisque ce cycle z', ça va être notre cycle Z1. Z1 égale J tilde étoile Z', et en fait il est supporté sur Y croix Y. Donc c'est même encore plus fort que ce que j'avais dit. Voilà, bon, donc j'ai un peu insisté là-dessus parce que je vais revenir encore une fois sur ces décompositions de la diagonale dans un cadre plus groupe de Choux. Alors, bon, donc ça c'était pour terminer ce que j'avais fait la semaine dernière. Avant de passer vraiment au point de vue des groupes de Choux, et en particulier tout ce langage de décomposition de la diagonale, il se justifie vraiment quand on passe au groupe de Choux, et c'est là, là où je veux en venir. Je voudrais quand même terminer la partie sur le coniveau cohomologique en vous parlant un petit peu de la théorie de Bloch-Huggis. La théorie de Bloch-Huggis va nous donner, je dirais, un autre point de vue sur le coniveau. Elle a principalement comme défaut que actuellement ces applications majeures sont plutôt lorsqu'on travaille sur la cohomologie à coefficient, je dirais, coefficient de torsion, parce qu'à ce moment-là, l'adéquation avec la catégorie est vraiment excellente. Et donc, en fait, bon, là j'en parle un petit peu, mais je pense que peut-être pas l'an prochain, mais dans 2 ans, je ferai un cours sur les invariants irrationnels, et là je parlerai beaucoup plus de tout ce qui est bien, donc, bon, cette approche qui est liée à la catégorie de la cohomologie des variétés algébriques, en particulier à coefficient de torsion. Bon, là, je voulais en parler un petit peu parce que c'est quand même très très beau comme idée. Et aussi parce que ça, de toute façon, ça nous rapproche naturellement de la théorie des groupes de Choux. Donc, ce que fait la théorie de Bloch-Huggis, c'est que ça nous donne une interprétation de la filtration par le coniveau en termes de suite spectrale de Leray. Donc, bon, là, je ne veux pas faire des choses très très compliquées avec au niveau de la topologie algébrique. Je vais dire que ma variété X, bon, je suis sur C. Ma variété, pour moi, comme ensemble, c'est X de C. Et du fait que je suis en géométrie complexe, il y a sur cet ensemble 2 topologies, qui est l'une, c'est la topologie usuelle que j'ai utilisée jusqu'ici, tranquillement, et c'est ça qui permet de calculer la cohomologie de Betti. Et l'autre, c'est la cohomologie de Zariski, la topologie de Zariski. Et je vais noter pi, bon, mettons pi, donc l'identité de cet ensemble, mais qui est vue comme une application continue
que cet ensemble muni de la topologie usuelle vers cet ensemble muni de la topologie de Zariski. C'est bien une application continue parce qu'un ouvert de Zariski, c'est un ouvert pour la topologie usuelle. Et donc, essentiellement, le théorème de Bloch-Gus, donc on se donne A, mettons un groupe commutatif, ou un anneau. Et donc, le théorème de Bloch-Gus, c'est que, bon, alors associé à ce pi, donc on a la suite spectrale de Leray, donc ça veut dire qu'on a des HI, donc, qui sont des faisceaux, donc je vais peut-être noter HI de 1 plutôt, faisceaux sur X muni de la topologie de Zariski. Donc par définition, c'est les RI pi étoile de 1. Et comme c'est le cas général, c'est aussi faisceau associé au préfaisceau qui a U ouvert Zariski de X associe eh bien HI. Alors HI de U, alors donc peut-être le mieux c'est mettre Betty pour bien préciser, parce que maintenant on est en train de jouer sur deux topologies. On prend là maintenant la cohomologie de Betty de U, donc à coefficient 1. Donc bon, là je n'ai rien dit. Ce que fait la suite spectrale de Leray, c'est que elle me fournit des groupes E2PQ calculés comme un HP de X zar à coefficient dans HP de 1. Donc plus toute une spectrale, donc avec des D2 puis DR, etc. Donc avec des E infini PQ qui sont finalement des sous-quotients de ces machins-là, et qui sont les gradués pour la filtration de Leray. De pi. Donc on va noter LC. Et donc ça va alors graduer donc sur HP plus Q. Alors maintenant, là c'est vraiment la cohomologie, celle qu'on regarde depuis le début. Donc là, on va avoir cette filtration de Leray. Donc, qui est associé à pi. Donc LC HK de X. Voilà, donc on a tous ces ingrédients. Là, jusqu'ici, je n'ai rien dit. Et le théorème de Bloch-Gus, c'est l'égalité NC HK de XA. Alors là, c'est quand même mieux de. On va l'écrire comme ça. Est égal à LC. Alors là, la seule hypothèse dont on a besoin, c'est que X soit lisse. Ça, je pense que c'est assez important. Il n'y a pas du tout d'hypothèse de projectivité là-dedans. Donc le coniveau, alors le coniveau, là, il faut vraiment prendre la même définition que celle que j'ai donnée au début. Hein, donc le NC, c'est la limite des noyaux de H étoile de X, alors petit, c'est NCHK, et là je mets HK, et là, HK de X moins Y, avec des. Donc là c'est la limite sur.
sur les Y qui sont de codimension. Et donc, le théorème, c'est cette égalité. Alors, bon, en fait, la preuve de ce théorème utilise des informations sur cette spectrale. Et en fait, le point important, c'est, alors je vais peut-être appeler ça théorème 1. Curieusement, ce n'est pas complètement démontré dans leur article, mais en fait, c'est une conséquence de ce qui est le vrai théorème de Bloch-Huggis, qui est ce qu'on appelle la résolution de, on va dire, à la Gersten-Killen. Et c'est ça que je veux expliquer maintenant, mais je ne vais pas donner la démonstration, parce que je reviendrai là-dessus, comme je l'ai dit, dans un autre contexte. Mais donc voilà ce qu'ils disent. Donc, bon, alors la référence à Gersten-Killen ici vient du fait que cette résolution est un analogue cohomologique de résolution du même type établi par Gersten et Killen pour les faisceaux de catégorie de Killen et qui récemment a été aussi étendu aux faisceaux de catégorie de Milnor par Kertz. Mais là, ce que je raconte, c'est entièrement dû à Bloch-Huggis. Alors, donc, que fait cette résolution? Donc, je vais l'écrire. Donc, il s'agit de construire une résolution acyclique pour la topologie de Zariski, bien sûr, de HQ, des faisceaux HQ de A. Alors, donc, d'abord, une notation. Donc, pour un Y irréductible, donc on va appeler, on n'a pas besoin de préciser liste parce que la définition va faire que ça ne présente pas d'intérêt. On va poser alors, HK alors, de C de Y en, comme on va le définir comme étant, bon, c'est en général quelque chose d'absolument énorme, tellement incontrôlable, la limite pour tous les ouverts de Zariski non vide, bien sûr, donc dense, de HK de UA. Bon, alors en général, c'est un truc monstrueux. Donc on va le voir comme un faisceau constant sur Y. Et alors maintenant, on a besoin de définir des résidus. Alors maintenant, malheureusement, on va être obligé, on voit bien ici que quand on fait toutes ces... Même quand on définit le coniveau, on regarde tous les Y dans X, et quand on regarde tous les Y en particulier, on regarde les Y singuliers, et c'est très important pour la théorie. Donc là, dans cette situation, on va être obligé de regarder des Y singuliers. Donc maintenant, on a un D contenu dans Y qui est de codimension 1. Alors la chose nous intéresse seulement en codimension 2 parce qu'on veut définir un résidu de HK. Oui, alors là j'ai déjà laissé tomber, mais bon, j'espère que je faiblis un peu pour les notations. Donc on va définir le résidu ici, donc de HK de C de Y A vers HK-1 de C de D A.
Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que, bon, bien sûr, ici, on peut se placer sur un ouvert 2D. Donc, ça veut dire qu'on se place en codimension 2. On peut supprimer un fermé de codimension 2 dans Y. Mais néanmoins, il y a quand même un problème, c'est que le Y pourrait être singulier le long de D. Donc, on est obligé d'introduire une normalisation. Et donc, ici, ça sera... donc ça, c'était... Je vous dis, ça, c'est inévitable. C'est le cas où Y est singulier le long de D. Donc, en fait, on normalise le long de D génériquement. Et à ce moment-là, la normalisation, pour le coup, quitte à restreindre D, la normalisation va rendre des tildes lisses. Et des tildes sont lisses, quitte à bien sûr à travailler en codimension 2. Hein. Et là, j'ai le droit, parce que ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qui se passe au point générique de D. Et alors maintenant, donc, grâce à ça, le D tilde, c'est l'image inverse de D, donc cette application N est propre, parfois la situation est comme ça, hein, mon Y est là et mon D est là, et le D tilde, c'est une application donc, finie et propre. Et donc, alors, comment on va définir ce résidu? On va faire comme ça. Alors, bien sûr, là c'est juste une normalisation, ça ne change pas le corps de fonction. Donc, HK de C de Y en. Par définition, c'est la même chose que HK de C de Y tilde en. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le résidu le long de D tilde et après, on va appliquer une trace vers HK-1 de C2. Et là, j'ai le droit parce que ce N a été choisi propre. Encore une fois, c'est parce que je me suis restreinte en bas. Donc, ça va être défini comme ça. Et du coup, on s'est ramené au cas où on a une paire Y tilde D tilde où les deux sont lisses. Et ça, c'est très agréable. À ce moment-là, c'est la théorie usuelle des résidus. Donc, et ce qui se passe, c'est que le résidu, c'est en fait une partie de la suite exacte longue de cohomologie de la paire Y tilde moins D tilde. Donc on fait HK de Y tilde. Alors là, je dis Y tilde, mais il faudrait prendre des ouverts de Y tilde contenant D tilde. Enfin, intersectant des tildes. Donc, comme ça. Donc ici, je vais vers HK plus 1 de Y tilde moins D tilde en. Et là, ce que j'applique, c'est le théorème de Thom. Qui me dit que ça, c'est isomorphe à HK-1 de D tilde. Alors, encore une fois, bon, là, j'ai complètement perdu mes... Bon, donc là, j'ai pris juste le résidu sur la cohomologie de Y tilde, mais je peux faire la même chose en prenant des ouverts de Zariski. Et puis, toute la famille de ces résidus va me donner ce morphisme-là. Je fais une inter des tildes contenu dans les tildes. Là, cet isomorphisme de Thom, bon, l'autre fois j'avais parlé de la dualité de Poincaré qui permettait de calculer cette cohomologie relative d'une variété à un ouvert en termes d'homologie du complémentaire, mais ça c'était vraiment dans le cas projectif.
Par contre, je n'ai pas besoin d'hypothèse de licité sur le sous-machin. Là, la situation est différente. La variété Y tilde est ouverte, elle n'est pas projective. Et par contre, le D tilde est lisse. Et à ce moment-là, donc on a cet isomorphisme de Thom qui est là. Alors, il vient d'où cet isomorphisme? Il vient du fait que le D tilde est lisse, donc on prend. Bon, je triche un petit peu à l'infini, mais. Donc, ce qu'on prend, c'est un voisinage tubulaire de D tilde, qui est un fibré en disque, parce que là, j'utilise le fait que D tilde est lisse. Et dont le bord, donc du coup le bord est donc delta T epsilon D tilde, c'est un fibré en S1 sur D tilde. Et à ce moment-là, donc c'est encore une fois, comme j'avais fait la fois dernière, qu'est-ce que j'ai écrit? Non, mais là, c'est pas du tout ça que je voulais écrire ici. C'était la suite exacte de cohomologie relative donc ça, c'est ça. Donc là, je me restreins à l'ouvert et ensuite, j'ai ma cohomologie relative de la paire Y tilde moins D. Comme ça. Et c'est ça qui est isomorphe. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier qu'on regarde mon résidu, il est défini sur la cohomologie de C de Y et pas sur la cohomologie de Y, ou C de Y tilde. Donc, en particulier, je pars de classes de cohomologie qui sont définies sur Y tilde moins D tilde, a priori pas sur D tilde. Et le résidu, il va justement mesurer l'obstruction et les faire venir de Y tilde. Donc on fait comme ça, donc on regarde cette suite exacte de cohomologie relative de la paire Y tilde à Y tilde moins D tilde. Donc on a une classe ici. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'elle va avoir un résidu ici par cet isomorphisme. Donc on l'envoie dans la cohomologie relative et ensuite on prend l'isomorphisme de Thom. Et donc il n'y a plus qu'à comprendre l'isomorphisme de Thom qui est ici. Et ça, donc encore une fois, c'est l'excision qui me dit que c'est la même chose que HK plus 1 Bt de, eh bien, je prends T epsilon D moins Y tilde, qui est la même chose que le delta T epsilon D tilde. Et puis, non, c'est ça, plutôt ça. T epsilon D tilde. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, eh bien, ça c'est que ce soit isomorphe à la cohomologie de D tilde A, c'est un argument on va dire, de suite spectrale de Leray, parce que simplement vous regardez la cohomologie relative du disque à son bord S1 et vous voyez qu'il y a un seul générateur qui est en degré 2. C'est ça qui va vous donner. Bon, donc ça c'est la théorie générale du résidu. Et donc, mais bon, c'est important dans cette histoire, finalement, on obtient ces flèches-là. Alors, donc je n'ai pas encore écrit le théorème 2. Il dit que
bon, on regarde. On est dans une situation où x est lisse sur C. Alors, bon, là, comme je l'ai dit, ça, c'est un groupe en général énorme que je vais voir comme un faisceau constant sur x. Et puis après, je vais avoir des résidus. Donc, ici, je vais mettre plus pour la somme directe pour y de codimension 1 et irréductible. Et là, je vais avoir HQ-1 de C de Y. Donc là, c'est tous ces résidus que je mets ensemble. Et alors là, pour que ça soit tout à fait correct, ça, j'ai dit que je vois ça comme un faisceau. C'est un groupe que je vois comme un faisceau constant supporté sur ce Y. Et maintenant, je le pousse pour le voir comme un faisceau sur X. Tout ça dans la topologie de Zariski. Et puis je continue avec mes résidus. Et là, je vais avoir plus pour Y contenu en X de codimension 2, irréductible. Et là, je vais avoir HQ-2 de C de Y, etc. Et alors, vous voyez que ça va s'arrêter à... Alors, pareil, il faut mettre un JY étoile. Là, ça va arrêter quand on va tomber en degré 0. Donc, à la fin, on va trouver plus pour Y de codimension P, pardon, Q. Et là, je trouve du H0 de C de YA. Et comme les Y sont irréductibles, eh bien le H0, c'est tout simplement une copie de A pour chaque Y. Et le théorème, c'est que ceci est exact. Ou encore, si on préfère le formuler en disant que cette chose-là, ce complexe, est une résolution de HQ. Alors, en fait, je précise une résolution acyclique de HQ, bien sûr, dans la topologie de Zariski. Alors, c'est acyclique pour la topologie de Zariski parce que tous les termes qu'on voit ici, ce sont des faisceaux constants. Bon, ils sont supportés sur des sous-variétés. Alors, il y en a un nombre infini, tout ça est énorme, mais c'est quand même acyclique. Donc, alors je ne vais pas montrer ça parce que c'est relativement... oui, ça prend du temps et je pense que ça nécessiterait un autre cours. Bon, peut-être dire une ou deux choses sur pourquoi c'est vraiment intéressant. Là, le dernier terme qui apparaît dans cette résolution, c'est en fait, par définition, si vous prenez les sections globales de ce terme-là, ça vous donne une copie de A pour chaque sous-variété de Y irréductible de codimension P. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'on appelle les cycles algébriques de codimension P à coefficient dans A. Donc là, on voit bien qu'on est en train de se rapprocher des cycles algébriques. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que pourquoi on met le nom de Gersten-Killen, parce que ce qu'ont fait Gersten et Killen, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir ici les faisceaux ces faisceaux HQ rondes, ils mettent des faisceaux de catégorie. Donc, ils disent que dans leur langage que la catégorie pour donc à valeur dans les anneaux, la catégorie des anneaux locaux, O, admettent une résolution en termes de catégorie de corps de fonction. Donc c'est ça qui est fin. Alors ce que je voudrais expliquer, c'est plutôt l'implication théorème 2 et théorème 1. Théorème 2 vers théorème 1, pardon.
Bon, ce qui est remarquable, c'est que ça nous donne un calcul explicite entre guillemets, parce que évidemment les choses qu'on regarde sont un peu monstrueuses. Donc, comme on a une résolution acyclique, pour calculer le terme E2PQ, je me rappelle que c'était HP donc de X bar à coefficient dans HQ de 1. Eh bien, ceci se calcule en utilisant cette résolution acyclique. Donc, on prend tout simplement les sections globales et on prend la cohomologie. Donc, bon, donc c'est simplement donc, KR de plus de. Donc là, je vais avoir. Donc, je prends la cohomologie en degré P, donc ça va me faire H Q moins P, plus pour Y contenu dans X, donc irréductible de codimension P, le HQ moins P de C de Y à valeur dans 1. Alors là, on prend les résidus vers donc, plus de HQ moins P moins 1 de C de Y, coefficient dans 1. Bon, sur l'image de ce qui vient avant. Donc là, on va avoir des plus pour Y contenu dans X, irréductible de codimension P-1. Donc là, j'ai plus pour codimension de Y égale P plus 1. Et puis, là, je dois avoir les HQ moins P moins 1. Donc, de C de Y, hein, qui vont venir vers là par leur résidu. Comment ? Q moins P, tu as raison, bien sûr. Oui. Parce que les résidus vont décroître le degré. Tu as raison. Oui. Alors, bien entendu, c'est tout à fait monstrueux comme expression. Sauf que il y a cette remarque que à la fin, ce qu'on voit apparaître, le groupe qui apparaît là, quand on tombe sur du H0, eh bien, c'est donc le dernier groupe qui apparaît, donc les sections, là, donc Q égale P, ce groupe-là. Donc ZP de X tenseur A. Alors, la formule ne va pas, on ne va pas essayer de la calculer. Bon, il y a des choses qui sont utilisées par Bloch-Huggés avec des applications assez directes, comme l'allure même de cette résolution, par exemple, corollaire. C'est le fait que les E de PQ sont nuls pour P supérieur à Q. Ce qui est clair ici, et ce qui vient du fait qu'on a les HQ ont une résolution de longueur P. Alors maintenant, donc ce que je veux faire, c'est utiliser ça pour montrer le théorème 1. Le corollaire de cette formule, c'est... donc maintenant, on veut expliquer comment ce théorème 2 entraîne le théorème 1. Là, le corollaire, c'est que si on a un U contenu dans X, donc est un ouvert de Zariski, tel que
bien, la codimension de x moins u soit inférieure ou égale à c. Je dis que la flèche de restriction E2PQ de x, bon, là on est en train de faire la suite spectrale de Leray de cette application que j'ai notée, voilà, que c'est pi, bon, j'aurais peut-être dû l'appeler pi x. Bon, c'est clair que si je prends un ouvert de Zariski, je vais avoir un diagramme commutatif et donc je vais avoir un morphisme de suite spectrale de Leray. L'application de restriction de la cohomologie de x vers la cohomologie de u va être en fait compatible avec les suites spectrales de Leray de chaque côté. Donc j'ai un morphisme comme ça. Et je dis que c'est injectif pour P inférieur ou égal à, que je ne dise pas de bêtises, C-1. Eh bien, c'est évident d'après cette formule, parce que vous voyez que là, on regarde l'allure de cette formule, et ça nous dit qu'on a des groupes absolument énormes, on ne sait pas trop à quoi ressemblent les flèches, mais chaque sous-variété de x d'une certaine codimension va contribuer à ce groupe. Lorsque je me place, lorsque je me restreins à un ouvert U, qu'est-ce qui va changer dans ma formule? Eh bien rien si... rien tant que... Vous voyez, ce qui va changer, c'est éventuellement les sous-variétés de Y d'une certaine codimension. Mais si je me place sur un ouvert U dont le complémentaire est de codimension au plus injectif, injectif, voilà. Codimension, pardon. Codimension supérieure ou égale. Ah, parce que je veux... oui, alors maintenant, je me demande si ce n'est pas C plus 1 dont j'ai besoin. Donc ce que je veux montrer, c'est... Voilà, non, je veux ça, voilà. Donc en fait, ce que je veux montrer ici, c'est NC contenu dans LC. D'accord ? Le NC, c'est la filtration par le coniveau, et le LC, c'est la filtration de Leray. Le NC, donc, ça veut dire que je vais regarder des classes alpha sur X qui s'annulent sur un ouvert qui satisfait ça. Donc c'est pour ça que je me place. Maintenant, je vais regarder l'application de restriction dans cette situation. Donc on a ça. Et donc, du fait que vous savez, dans les spectrales, tous les EPQ infini, les infini PQ sont des sous-quotients. Vous regardez l'allure de vos flèches, on a déduit qu'on a la même propriété. Quand on passe au E infini. Eh bien, du coup, ça entraîne que... ça entraîne que si alpha est dans Ker hk de x, alors je vais mettre un bêtis, A, vers hk de u, A. Bon, alors bien sûr, je n'ai pas des grades B, mais il faut penser. Donc les alpha PQ, donc il faut penser en termes de valeur de alpha successive dans les morceaux gradués de la filtration de Leray, sont nuls.
D'accord. Donc, pour x, donc P plus Q égale K, sont nuls pour P inférieur ou égal à C-1. Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'annuler dans les infini PQ de U. Bon, alors là, je fais comme si on avait une somme directe de grade V. En fait, comme c'est juste une filtration, il faudrait le faire successivement en regardant les grades V successifs et montrer que tous les termes successifs sont nuls. Et donc, ça nous dit exactement que si alpha est dans ce noyau, eh bien alpha est dans le LC. Ça, c'est la définition de la filtration de Leray. C'est tout ce qui s'annule dans les grades V. Le LC, c'est tout ce qui s'annule dans les grades V d'ordre P pour P plus petit que C, P inférieur ou égal à C-1. Et donc, on a bien montré que cette inclusion de NC. Voilà. Bon, alors, dans l'autre sens, ça marche exactement de la même façon. Donc, je ne vais pas passer plus de temps dessus. Donc, c'est peut-être un bon moment pour faire une pause. D'autant plus qu'à partir de maintenant, je vais vraiment parler beaucoup plus de groupes de Chow et beaucoup moins de cohomologie. La dernière chose que je voulais dire quand même, puisque j'ai passé peut-être plus de temps que ce que je voulais sur cette théorie de Bloch-Gus, c'est que c'est une théorie qui a été faite dans les... donc ça date de 1970, je crois. Une conséquence de cette théorème de résolution de Bloch-Gus, c'est ce qu'on appelle la formule de Bloch-Gus, qui elle regarde la fin de cette résolution. Donc c'est le calcul, c'est ce qu'on appelle la formule de Bloch-Gus. Vous calculez HP de HP. Voilà. Donc vous vous placez tout à fait à la fin de cette résolution, vous appliquez cette formule. Quand vous faites HP de HP, là c'est le Q égale P, donc tout à fait à la fin vous trouvez le H0, donc le groupe de cycles dont je vous ai parlé. Et donc on trouve ZP de... Donc HP de... ça. Donc là je vais mettre peut-être un coefficient dans Z, mais bon, je vais envoyer comme ça. Hein. Là, ce sont les cycles de codimension P. Et après, il faut comprendre ce qui arrive avant, quelle est la relation qu'on a. Et en fait, il se trouve que, c'est pas très difficile de montrer que ce qu'on a ici, c'est la relation d'équivalence algébrique. Donc, c'est assez remarquable. Il nous donne une formule en termes de cette, qui a un peu une allure cohomologique, encore que après il faut comprendre ce qu'il y a dans ces groupes, pour ces groupes qui sont vraiment compris entièrement en termes de cycles algébriques. Et ce qu'on appelait la formule de Bloch, qui est parue plutôt une dizaine d'années plus tard, c'est une formule semblable pour les groupes de Chow, maintenant, dont on va parler maintenant, qui font intervenir, au lieu de faire intervenir les HP ici, font intervenir la HP de X. Maintenant, mais K-théorie, c'était vrai à l'époque pour la K-théorie de Milnor, de Killen, et maintenant c'est connu aussi pour la K-théorie de Milnor. Donc ça, c'est la formule de Bloch. Et ça, c'est le groupe CHP de X dont on va parler. Donc, vous voyez, c'est une démarche qui, a priori, semble être vraiment la bonne voie pour lier les groupes de Chow et la cohomologie. Mais bon, l'affaire s'est un peu arrêtée là parce que, au bout du compte, il y avait de très belles idées, mais après, les gens n'ont pas été vraiment capables d'aller plus loin. Et c'est seulement récemment que les choses ont vraiment totalement bougé à nouveau sous l'impulsion des travaux de Vojevodsky, qui a... bon, là, ça concerne en fait les coefficients de torsion. Parce que ce qu'a fait Vojevodsky, c'est qu'il a montré que pour un corps, mais en fait, grâce à cette résolution, c'est valable aussi bien pour les faisceaux,
si vous mettez, bon, là je vais dire un peu des bêtises parce qu'il faut vraiment changer un peu le langage, mais en fait il faut penser en termes de cohomologie galoisienne parce que, bon, là, oui, bon, là il faut changer un petit peu le langage de façon adéquate, mais ce que fait Vojevodský, c'est qu'il arrive vraiment à comparer la catégorie modulo P et la cohomologie à coefficient dans Z sur PZ. Donc ça, en fait, on peut vraiment le formuler comme ça, que c'est une conséquence de ces travaux, que les faisceaux de catégorie ici, donc, enfin, KQ modulo N, c'est la même chose que les faisceaux de cohomologie à coefficient dans Z sur Zn, si on le traduit dans le langage de la cohomologie de Bethe. Ça, bon, enfin, je veux dire, il faut additionner aux travaux de Vojevodský ceux de Kertz. Et ça, c'est vraiment crucial parce que du coup, les formules de type Bloch-Gus reprennent tout leur intérêt lorsqu'on sait ensuite les comparer à la cohomologie grâce à cette conjecture de Bloch-Kato montrée par Vojevodský. Voilà, bon, maintenant je n'ai pas de s'arrêter. Donc on va faire une pause de quelques minutes.